On voit ça tous les jours, n'est-ce pas? Des avancées incroyables, des promesses de guérison, des technologies qui vont changer le monde. On est constamment bombardé de nouvelles scientifiques. Mais au fait, comment est-ce que ces informations nous arrivent? On va plonger ensemble au cœur de cette machine pour comprendre comment la science nous est racontée et surtout comment s'assurer que le message reste fidèle à la découverte initiale. Et oui, c'est la grande question. Parce que vous savez, entre la découverte faite dans un laboratoire et le gros titre qu'on lit dans le journal, il peut se passer énormément de choses. La manière dont on raconte la science, eh bien, ça peut être tout aussi important que la découverte elle-même. Ok, alors pour bien piger cet enjeu, il faut commencer par identifier les deux grands acteurs de cette histoire. D'un côté, on a la conscience, et de l'autre, le micro. Deux forces qui, idéalement, doivent absolument travailler main dans la main. Commençons par la conscience. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'éthique scientifique. C'est un peu la boussole morale de la recherche, si on veut. Son rôle, c'est de s'assurer que le progrès ne se fait pas à n'importe quel prix et de toujours questionner l'impact de nos découvertes sur la société. Et puis en face, on a le micro. Ça, c'est la vulgarisation. C'est tout un art. Celui de traduire ce langage hyper complexe des laboratoires en quelque chose de compréhensible pour tout le monde. C'est l'outil qui permet aux idées scientifiques de sortir du cercle fermé des experts. Bon, et c'est précisément là que ça devient un peu plus compliqué. Le rôle de ce fameux micro, de la vulgarisation, c'est un vrai numéro d'équilibriste. C'est comme marcher sur une corde raide, vraiment. Il y a un équilibre très précaire à trouver entre la clarté et l'exactitude. D'un côté, bien sûr, le but, c'est de rendre la science accessible. C'est même fondamental. Mais de l'autre, attention au danger de la simplification à l'extrême. Parce que quand on commence à enlever toutes les nuances, toutes les incertitudes, on risque de complètement déformer la réalité, de créer de faux espoirs ou même des peurs qui ne sont pas justifiées. Et cet équilibre est super fragile, comme le montrent bien ces exemples. Une explication sur la biotechnologie, par exemple, peut sembler très claire, mais hop, on passe sous silence les questions éthiques qui sont pourtant fondamentales. Ou alors un article sur l'immunité, peut-être très accessible, mais se transformer en un simple argument commercial, et là, adieu la rigueur scientifique. C'est exactement là que le bas blesse. Donc, le point crucial, c'est d'avoir conscience de ces pièges. La simplification à outrance, le fait de transformer une probabilité en certitude, de créer des attentes irréalistes ou encore de tomber dans le sensationnalisme juste pour attirer l'attention, ce sont vraiment les grands dangers. Mais alors, comment on s'en protège? Heureusement, face à ces défis, on n'est pas sans défense. Il existe des garde-fous. Des organismes dont la mission est justement de définir un cadre, une sorte de règlement officiel pour guider la science et la façon dont on en parle. Voyons un peu comment ça s'organise. Au cœur de tout ça, il y a un principe absolument fondamental. Le progrès doit être responsable. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire au nom de la science, tout simplement. La liberté de la recherche est essentielle, oui, mais elle s'arrête là où la dignité humaine commence. Et attention, ce principe n'est pas juste une belle phrase sur un papier, il est porté par des institutions très concrètes. En France, on a par exemple le Comité consultatif national d'éthique, et au niveau mondial, il y a l'UNESCO. Leur travail, c'est de traduire cette grande idée en règles concrètes pour guider les chercheurs et protéger la société. Prenons un cas qui illustre ça parfaitement, les tests génétiques. Le CCNE a affirmé une chose très forte, le droit de ne pas savoir. C'est une idée puissante, non? Ça signifie qu'une personne a le droit de refuser de connaître une information sur sa propre santé future pour protéger son autonomie et se préserver de discrimination éventuelle. Et cette vision, l'UNESCO la renforce à l'échelle mondiale. Le progrès scientifique n'a de sens que s'il apporte de vrais bienfaits à l'humanité. Et pour ça, l'autonomie de la personne et son consentement éclairé doivent toujours être la priorité absolue. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est comment on fait à notre échelle pour développer un œil critique? Comment reconnaître une bonne vulgarisation scientifique d'une mauvaise? En fait, on peut dire qu'une bonne vulgarisation remplit 3 missions essentielles. Premièrement, elle est accessible, elle rend le complexe compréhensible. Deuxièmement, elle crée le dialogue, parce qu'informer ne suffit pas, il faut aussi lancer le débat. Et enfin, elle responsabilise la société en présentant honnêtement les bénéfices et les risques. Parce qu'au final, l'enjeu va bien au-delà de la simple transmission de faits. Le véritable objectif, c'est de bâtir une relation de confiance solide entre la science et la société. Une confiance qui repose sur la transparence, l'honnêteté et le dialogue. Alors voilà, la prochaine fois qu'un gros titre annonce une révolution scientifique, quelles questions peut-on se poser? Est-ce que l'article est nuancé? Est-ce qu'il parle des limites, des incertitudes? Est-ce qu'il ouvre une discussion éthique? C'est en se posant ces questions que l'on passe de simples consommateurs d'informations à un citoyen réellement éclairé qui participe au dialogue entre la science et la société.